Les défauts d'investissement et les échecs entrepreneuriaux. Nous commençons tout de suite. Une mauvaise compréhension des principes de l'investissement financier conduit à l'échec et à la pauvreté. Voilà, vous comprenez, c'est clair, c'est clair. Une mauvaise compréhension de tout ce qui est rattaché à l'investissement financier, c'est ça qui amène les problèmes et la déchéance dans les initiatives commerciales. Alors, vivre en pensant à demain et vivre en ayant une vision de croissance sont les principales pensées qui doivent nous animer sur le chemin de l'investissement. Quand on parle d'investissement, il s'agit de l'avenir. Moi, je fais de l'entrepreneuriat parce que je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants. J'aimerais léguer par la grâce du Seigneur, j'aimerais léguer quelque chose à cette génération-là qui vient après moi. Parce que j'estime que la meilleure façon de les aider, c'est de les léguer un champ qu'ils vont continuer de cultiver plutôt que des éléments fixes comme une maison ou je ne sais pas, un bout de terre ou des choses comme ça. Donc c'est pour cela, bien entendu, je me bats avec cette pensée-là. Et vivre en ayant une vision aussi de croissance, c'est-à-dire on a un peu et on veut que ça puisse croître. Les gens vivent parfois en étant statiques. Ils font comme, je ne sais pas moi, ils tournent en rond, si vous voulez, si on peut le dire ainsi. Ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas une vision de croissance, d'aller plus loin, de performer, de faire des progrès. Il y en a comme ça, hein, qui ne pensent pas à ça. Parce que quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent, il faut qu'à un moment donné, vous fassiez le bilan un peu de l'argent qui passe entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous le fructifiez? C'est très important. C'est très important. Donc ce sont des pensées qui doivent nous animer lorsque nous pensons investissement. Mais attention, il ne suffit pas d'investir pour prospérer. C'est une fausse conception de penser que lorsqu'on investit, on prospère. Il faut investir avec intelligence et sagesse. Parce que plusieurs ont investi toutes leurs économies et ont été ruinés. Et ça, c'est dommage. Il y en a qui ont investi des millions, des centaines, des dizaines de millions et qui ne les ont jamais retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait preuve d'intelligence et de sagesse. Mais je voulais aussi ajouter qu'il arrive aussi ce qu'on peut appeler la malchance. Hein? Vraiment la malchance. Vous êtes tombé sur un investissement qui battait de l'aile et vous vous êtes laissé entraîner. Voilà. Donc, voici le top 5 des erreurs qui sont le plus fréquemment commises lors des investissements. Alors, la première erreur, la précipitation et l'impatience. On se précipite. On veut être pressé. Nous vivons dans un siècle où tout le monde est pressé. Tout le monde veut tout et tout de suite. On ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Parce que quand vous vous arrêtez, ça vous permet de réfléchir. Mais là, il y en a qui se précipitent et qui sont impatients de gagner des millions. C'est pour cela que ce sont des proies faciles lorsqu'on fait la pub des gains rapides et importants. La méconnaissance du domaine, donc le fait de ne pas aussi connaître le domaine dans lequel on veut investir. Hein, vous voulez investir dans le transport, vous achetez un taxi, est-ce que vous connaissez ce domaine-là? Est-ce que vous avez pris la peine d'interroger des taximans? Est-ce que vous avez pris la peine d'interroger des propriétaires de taxis pour leur demander comment ça se passe? Hein? Comment ça se passe? Il faut leur demander, leur poser des questions. Écoutez les autres plutôt que son instinct et sa raison. On aime bien ça. On a dit, tel a dit, le cousin me dit, mon frère me dit, mon ami me dit. Les gens donnent souvent des avis comme ça et qui n'ont parfois pas de valeur. L'absence d'un sens des affaires, voilà, ça aussi c'est important aussi à souligner. Et la perte de capital. Alors on commence avec la précipitation, l'impatience. Donc la plupart des gens veulent gagner de l'argent avec le moins de souffrance possible et en un laps de temps.
Vous voyez, on veut gagner beaucoup d'argent sans trop souffrir et rapidement. C'est ça le mal de certains, de la plupart, parce que beaucoup de gens sont comme ça. Or, la précipitation empêche l'esprit critique de se manifester. Ainsi, on se lance dans des investissements non maîtrisés. Il faut toujours prendre le temps de s'arrêter. C'est valable pour moi, hein, en étant dans la précipitation, en prenant des décisions rapides, alors que je n'avais pas encore évalué l'analyser sous tous les angles pour pouvoir décider comment j'allais m'y prendre. Donc c'est important, il ne faut pas se précipiter. D'accord? Il y en a qui se précipitent à investir dans la publicité alors que leur service n'est pas suffisamment structuré pour apporter satisfaction aux clients. C'est pour ça que vous voyez que sur les réseaux sociaux, il y a des pubs et puis quand vous appelez, vous vous rendez compte que c'est pas très sérieux. Les gens qui sont face à vous ne savent même pas trop de quoi ils parlent. Ils ont juste mis une pub comme ça. Donc, les gens veulent trop se précipiter dans des investissements parce qu'ils estiment que ça va leur apporter le gain rapide. Le gain rapide. Dès qu'on te parle, par exemple, tout de suite d'une tontine, tout de suite, tu veux déjà rentrer. Oui, celui qui ramasse, il ramasse combien? Il ramasse 1 500 000. Oh, tout de suite, d'accord, il n'y a pas de souci, mettez mon nom. Non, il faut d'abord poser les questions. Qui est dans la tontine? Est-ce que les personnes qui sont dans la tontine sont solvables? Est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles ont des avoirs? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui feront que si quelqu'un ne paye pas, qu'on puisse quand même récupérer l'argent? Voilà, se poser des questions. Interroger ceux qui ont déjà touché, réfléchir. C'est important que de se lancer directement comme ça. Il y a aussi la méconnaissance du domaine, comme nous le disions tout à l'heure, l'ignorance sur les lois du marché, attention, c'est une erreur de saisie, c'est les lois du marché, les réalités sous-jacentes, le comportement des acheteurs et les différents rouages. Ça peut nuire à un investissement. Ça peut induire un investissement dangereux plutôt, excusez-moi. Vous ne connaissez pas le domaine dans lequel vous voulez investir. Vous ne connaissez pas le marché en question. Quelqu'un qui veut investir dans le recyclage, tu veux créer une entreprise de recyclage. Est-ce que tu connais le domaine du recyclage? Tu sais comment ça se passe? Est-ce que tu as pris la peine d'aller sur le terrain pour interroger ceux qui sont déjà là-dedans? Est-ce que tu connais le potentiel? Est-ce que tu connais la clientèle? C'est valable pour tous les domaines. Tu veux te lancer par exemple dans la vente, la commercialisation de bananes. Est-ce que tu connais? Il faut quand même avoir la connaissance du marché. Il y a des moments où la banane se vend. Il y a aussi des moments où elle se vend moins. C'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut interroger ceux qui sont déjà dans le milieu. Hein? Vous voyez, on va la banane. C'est pas tout le temps. La mangue, c'est pas tout le temps. Il y a des saisons. Tu vas te lancer, je sais pas moi, tu vas commencer à te lancer dans la construction d'une maison pour la mettre en location. Il faut comprendre, il faut connaître aussi le domaine de la location de maison, comment ça se passe. Est-ce que vraiment c'est rentable à long terme, à court, à moyen? Est-ce que vraiment on peut s'appuyer dessus comme étant un aspect ou alors une activité qui peut apporter de la prospérité, de la richesse? Il y a beaucoup de choses. Le comportement des acheteurs, d'accord? Il ne suffit pas seulement de trouver une place quelque part pour vendre. Et encore, faut-il savoir qu'est-ce qu'il faut vendre en fonction de la clientèle qui est là. Il faut essayer de comprendre, de connaître leurs attentes, leurs besoins, qu'est-ce qui passe moins, qu'est-ce qui passe plus. C'est tout ce travail-là, c'est toute une intelligence qu'on met en place lorsqu'on veut gagner, lorsqu'on veut investir. Mais parfois, on ne le fait pas. Hein. Oui, on ne le fait pas. Voilà, investir dans le pétrole, par exemple, hein, c'est un exemple, investir dans le pétrole demande un minimum de savoir sur ce secteur. Écoute, moi j'ai entendu qu'il y avait des possibilités d'investissement dans le trading pétrolier, notamment avec une société là, je ne vais pas citer le nom. Écoutez, tu vas aller investir ton argent pour faire de la spéculation dans le domaine du pétrole. Est-ce que tu connais ce domaine-là? Est-ce que tu connais comment ça fluctue? Est-ce que tu sais? Tu vas aller dépenser, t'inscrire dans des réseaux pour essayer d'espérer des gains. Mais
Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as essayé de te renseigner? Non, rien. Tu ne l'as pas fait. Écoutez les autres. Voilà aussi une erreur qu'on commet fréquemment. Les spectateurs n'ont jamais été de bons conseillers car la plupart du temps, ils se contentent de regarder passivement. Les gens qui aiment trop donner des conseils là. Trop donner des conseils. Oui, fais comme ça. Oui, achète le terrain. Oui, machin. Oui, fais ceci. Mais ils donnent des conseils sans pour autant réaliser la réalité même du terrain. Hein? Un exemple, Corinne a investi 1 500 000 dans la vente de draps parce que sa cousine le lui a conseillé. Seulement 6 mois plus tard, elle a fait faillite avec plus de 500 000 francs de marchandises invendues. Vous comprenez? Corinne, la pauvre, sa cousine va lui dire non, moi je connais une amie qui s'est fait des millions en vendant les draps, machin. Parfois, vous savez, c'est des gens qui exagèrent, c'est le mensonge, juste pour jouer les intéressants, pour vouloir t'embrouiller l'esprit. C'est un peu, excusez-moi, hein, c'est un peu de la sorcellerie ça. Parce que tu sais très bien que ce que tu racontes c'est faux, mais comme tu veux jouer l'intéressant, tu veux captiver l'autre, je ne sais même pas, c'est un peu, c'est bizarre. Oui, elle a fait des millions, alors qu'elle n'a jamais vu comment l'autre compte des millions. Parfois, ce n'est même pas sa copine directe, c'est peut-être la copine d'une autre copine qui aurait fait fortune en vendant des draps en provenance de Turquie. Voilà comment Corinne aussi, quand elle entend, elle a fait quoi? Des millions? Oh là là, moi j'aimerais bien me faire aussi des millions. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va en Turquie pour acheter des draps. Elle est partie en Turquie pour acheter des draps. Et elle ramène ces draps-là. Elle a dépensé en tout 1 500 000. Elle ramène les draps de Turquie. Malheureusement, les draps ne se vendent pas comme elle a souhaité. Elle donne les bons. Elle fait les bons. Et les gens ne payent même pas. Les gens ne payent pas les bons. D'accord? Et elle se retrouve avec plus de 500 000 francs de marchandises invendues. Invendues. C'est-à-dire qu'elle n'a presque rien vendu. Près de 500 000 francs de marchandises invendues. Elle est là, elle a fait faillite. Elle ne savait plus quoi faire. Parce que quoi? Parce qu'elle n'a pas pris le temps. Voilà, elle a écouté les autres plutôt que le bon sens. Le bon sens qui pourrait lui dire, réfléchis, calme-toi, prends un temps. Essaie d'abord d'évaluer la situation, d'analyser, de faire un business plan pour pouvoir voir si ça va être bien ou pas. L'absence d'intelligence d'affaires, le sens des affaires. Ce n'est pas tout le monde qui a le sens des affaires. Pour investir avec succès, il faut être malin. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a le sens des affaires. Et pourtant, le sens des affaires, ce que j'appelle ici intelligence d'affaires, c'est pas compliqué. Il faut juste être malin. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens sont souvent malins dans le mauvais sens. Quand c'est pour faire des choses futiles et inutiles, ils veulent être malins. Mais quand c'est pour des choses utiles pour leur vie, ils ne sont plus malins, ils n'ont plus les idées. Voilà un exemple. Roger a investi 300 000 pour un stand dans la vente de Nike. Le stand n'étant pas assez rentable, au lieu de fermer, vous voyez le stand, il a fait un stand, vous voyez les stands qu'on fait au quartier là, il a pris une jante, il a surélevé ça, il a surélevé la jante, il a payé un carton ou deux d'ailes de poule qu'on appelle Nike au Gabon. Et ben il les a fait rôtir, il les a fait frire ou quoi. Et il a commencé à les proposer aux passants. Mais malheureusement, les Nike, ça marche mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de là où vous vous trouvez, le lieu géographique. Il y a des gens qui se sont enrichis avec les Nike. Il y a aussi des gens qui n'ont pas pu s'enrichir avec les Nike. À quoi ça sert de faire des Nike si vous êtes dans un quartier qui n'est pas très fréquenté? Vous voyez, vous êtes dans un coin un peu éloigné, perdu. Quand vous faites de la vente grand public, il vaut mieux être là où il y a du monde. On fait ça là où il y a du monde, pas là où il n'y en a pas. Mais parfois, comme nous, on veut juste faire pour faire, parce qu'il faut bien faire quelque chose, on se lance, voilà comment il a mis le stand. Mais heureusement, Roger a le sens des affaires. Il voit que le stand n'a pas marché, ne marchait pas, et bien il ne s'est pas découragé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un service de livraison et son chiffre d'affaires a explosé. Ça veut dire qu'il a augmenté la taille de sa clientèle en proposant des livraisons. Il a ouvert une page Facebook et il proposait maintenant ses recettes de Nike
Il a essayé de diversifier les recettes et les gens ont commencé à appeler pour être livrés. Ben, il allait livrer et puis les gens appréciaient. Il s'est fait une clientèle et son chiffre d'affaires a explosé. Pour quelqu'un d'autre, il aurait dit, bon, oh, ça marche pas, j'arrête. Comme disent souvent certains. Oh, ça marche pas, j'arrête. Il y a beaucoup qui abandonnent, beaucoup de jeunes qui abandonnent comme ça. Oh, ça marche pas, j'arrête. J'en ai marre, je pense, j'en peux plus. Alors, il y a la perte de capital. Une erreur fréquente, la perte du capital. Voilà. Les gens qui ne savent pas faire la différence entre l'argent qu'on doit manger et celui qu'on doit garder. C'est tellement, c'est un fléau, un vrai fléau. Dans le milieu des affaires, dans le milieu des initiatives commerciales, dans notre pays, c'est un fléau. Les gens ne savent pas faire la différence. Une fois ils injectent de leur capital et qu'ils ont un peu de chiffre d'affaires, ils ne font plus la différence. Une fois l'affaire prend un peu d'envol, ils se lancent dans des dépenses inutiles et non essentielles. Vous voyez? Tu commences une petite affaire, tu vois que ça marche. Tu n'arrives même pas à évaluer ta rentabilité, tu n'arrives pas à voir à quel niveau tu es rentable, à identifier quel est ton bénéfice, quelles sont tes charges. Non. Comme tu vois seulement qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, tu commences à dépenser, tu commences à faire un peu n'importe quoi. Et voilà comment ça ne passe pas. La gestion d'une entreprise passe par une connaissance de ses principes. Là, on a parlé un peu globalement, c'est-à-dire même au niveau des initiatives, des petites initiatives, ça marche, même aussi en entreprise aussi, ça marche. Donc, la gestion d'une entreprise passe par une connaissance de ses principes, les principes qu'on venait de dicter. Investir est le cœur de toute activité, quelle qu'en soit la structure. On investit sur les salariés pour induire la production. Ça, c'est un exemple. Donc, l'investissement, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment mettre l'accent. Ainsi, s'il y a à la tête d'une structure une personne ayant peu d'aptitude dans le domaine de l'investissement, la ruine de cette entreprise ne sera qu'une question de temps. Lorsque vous mettez à la tête d'une structure un manager qui ne connaît pas l'investissement, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne connaît pas les principes liés à l'investissement, et bien le gars il va se perdre, qui n'est pas malin, qui ne sait pas éviter les pièges, qui n'est pas entrepreneur, qui n'innove pas. Parce que même quand on innove, c'est pour pouvoir assurer aussi l'investissement. C'est pour que les investissements puissent être beaucoup plus productifs. D'accord? Ça, c'est comme ça. Hein? Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises là qui ont à leur tête des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas ces aptitudes-là dans le domaine de l'investissement. C'est-à-dire, ils gèrent un capital, mais ils ne le gèrent pas de façon optimale, ils ne le gèrent pas de façon à ce qu'il y ait un retour sur investissement, il y a un résultat satisfaisant. Il y a des entreprises qui font des résultats négatifs. Ça dit ça. Le bénéfice est négatif. Au lieu de gagner de l'argent, ils en perdent. Ils en perdent pourquoi? Mais c'est simple, c'est un problème de gestion. Je vous ai déjà expliqué ça. Quand vous voyez une déchéance liée aux finances, c'est un problème de gestion. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous avez les gains, vous avez les dépenses. Vous avez la dépense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut minimiser la dépense et d'un côté, on minimise la dépense, de l'autre côté, on optimise les gains. On fait en sorte qu'il y ait plus de gains. Pour qu'il y ait plus de gains, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Là, je suis maintenant en train d'anticiper sur un autre cours, sur la stratégie. Et bien, pour optimiser les gains, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Je vous ai parlé de Roger tout à l'heure, qui lorsqu'il a fait ses Nike, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à la livraison à domicile. Donc, il a optimisé les gains. D'accord? Donc, on optimise les gains en innovant. On optimise les gains en trouvant des idées nouvelles. Ou alors en consolidant déjà les acquis. Hein? D'accord? Maintenant, en ce qui concerne les dépenses on les diminue au maximum. Il ne faut pas trop payer les gens. Il ne faut pas payer les gens des salaires trop élevés. Donc, on peut diminuer les salaires. On peut compresser le personnel. Quand on voit que l'entreprise boit un peu la tasse, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en premier? On chasse les gens.
On minimise les dépenses. C'est un principe. C'est un principe. Vous minimisez la dépense pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand on minimise les dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Parce que minimiser les dépenses, ça ne va pas amener, ça ne va pas optimiser les gains. Bien sûr, ça va. Bon, est-ce que ça va optimiser les gains? Je ne vais pas dire oui. Ça va faire en sorte que le gain, bon, l'argent qu'on va garder sera beaucoup plus important. Mais l'optimisation des gains, c'est-à-dire faire en sorte que la production augmente en fait. Lorsqu'on diminue les dépenses, c'est pour faire quoi? C'est par contre pour renforcer l'investissement. Je vous explique. Je vous explique. Je vous ai parlé la dernière fois du cas de quelqu'un qui voulait se lancer dans les affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était fiancé. Il a demandé à sa fiancée de rentrer chez ses parents. Quand elle rentre chez ses parents, il quitte le studio où il louait très cher. Il est parti prendre une chambre. Et l'argent qui était en haut, il a gardé cet argent pour investir. Il n'a pas nécessairement optimisé ses gains, mais il a optimisé ses capacités d'investissement. C'est-à-dire il a renforcé ses capacités d'investissement. Et c'est ça qui est fait lorsqu'on maximise les gains, les dépenses. Lorsqu'on dépense, je dis même on maximise, on minimise les dépenses. Quand on décide de réduire les dépenses à leur plus stricte expression, ça nous permet de dégager des fonds pour pouvoir renforcer l'investissement. Parce qu'il faut comprendre le principe. Le principe, ce n'est pas d'avoir l'argent qui rentre, mais c'est de multiplier l'argent qui rentre pour créer de la richesse. D'accord? Parce que la richesse, c'est quoi? C'est quand ça se multiplie. C'est quand on multiplie qu'on parle de richesse. C'est pas quand on a simplement entre ses mains de l'argent, mais c'est quand on arrive à le multiplier. C'est cette multiplication-là qui constitue la prospérité, la richesse. C'est-à-dire c'est continu, ça se manifeste, c'est comme quelque chose qui vit. Ça se multiplie. Hein? Ça, c'est ce que moi je vous donne comme définition. Et c'est ce que j'estime être vrai. Donc, on minimise, comme je disais, on minimise les dépenses pour ensuite optimiser les gains, mais en passant par le renforcement de l'investissement. D'accord? Donc, quand quelqu'un n'a pas ces notions-là, hein, il n'a pas ces notions, c'est quelqu'un qui est là, qui n'a pas ces notions-là, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer, c'est compliqué de progresser, c'est compliqué de faire des choses avec ce type de personnes. C'est pour cela, vous voyez qu'on change de directeur général. Voilà, celui-là n'est pas très bon, il n'est pas très fort. Quand on met un directeur général, c'est pour lui confier les rênes, pour qu'il puisse gérer le capital d'une certaine manière. C'est lui qui décide combien de personnes on embauche. On paye les gens combien? On fait comment? On dépense sur quoi? On investit sur quoi? Si c'est une usine, est-ce qu'on investit sur la matière première? Combien est-ce qu'on investit? Combien? C'est un boulot, excusez-moi, je vais employer un terme familier, c'est un boulot de dingue. C'est un boulot de dingue. Le management d'une entreprise. Mais malheureusement, il y en a qui prennent ça à la légère, qui pensent que c'est un jeu, qu'il suffit de venir s'asseoir seulement sur une chaise et se dire directeur et puis c'est tout. Mais il faut faire comme on dit là. Voilà. Donc la prochaine vidéo, c'est les grands principes du succès. Donc on a le premier module, le temps, c'est de l'argent. Je vous encourage à suivre ce module là, ça va être intéressant. Ciao, à bientôt.